Bonjour Géraldine, Bonjour Thomas. tu vas bien? Super. Donc voilà, on se voit aujourd'hui pour parler un peu de ta candidature aux élections communales, ta première candidature donc. Euh, donc ma première question, voilà, c'est ça, elle est toute simple. Pourquoi désires-tu te présenter en politique aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Oh là là, je dirais bien que mon engagement en politique, on m'a déjà posé la question. Pour moi, il remonte à 20 ans et pas à quelques mois. En réalité, les questions politiques, elles m'ont toujours intéressée. Alors, le fait de passer de l'autre côté de la barrière, je vais dire ça comme ça, remonte à 6 ans quand, avec des voisins, des amis et tous les citoyens qui avaient envie de participer, on a créé un mouvement citoyen dans lequel on avait envie de donner sa place aux citoyens en tant que tels par rapport aux élections et par rapport à la chose politique en général. Et là, on avait dit, si jamais on n'est pas content, on n'a pas du tout envie de faire de la politique en tant que telle à ce moment-là, mais si jamais on n'est pas content du bilan de la législature qui allait arriver, peut-être que moi j'y viendrai. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'y suis maintenant. Donc c'était pas suffisant, tu t'es dit tiens, par rapport à notre association de citoyens, ça n'a pas été assez loin, donc c'est pour ça que je dois... Le bilan du groupement citoyen, c'est carrément un bide, on peut le dire, parce qu'en fait, Ok. on n'a pas du tout été entendu comme on aurait souhaité. Et donc, voilà, après, il fallait forcément qu'au moins l'un de nous ou deux passe de l'autre côté et tente la chose pour peut-être déjà une meilleure écoute. Ok. Et alors pourquoi avoir choisi cette liste? Pourquoi avoir choisi écolo? Écolo? Eh ben, on peut le relier certainement à deux choses. D'abord, mes valeurs, globalement, on partage les mêmes et donc c'est très bien comme ça. Mais aussi par rapport à cet engagement citoyen d'il y a 6 ans, c'est le parti dans lequel on a trouvé la meilleure écoute, directement un accueil. Enfin voilà, il n'y avait pas photo, puisque moi je défends particulièrement la participation citoyenne. C'est avec eux que c'était le plus évident. Ok, c'était vraiment... T'avais considéré aussi d'autres partis ou alors... D'aller Ouais. éventuellement avec d'autres partis? Non. Enfin, voilà, je pense qu'au point de vue des valeurs, au point de vue du fonctionnement des autres partis, je n'aurais pas pu y aller, Ok. même s'ils étaient venus me chercher. Est-ce qu'il y a eu des actions ou des prises de position d'écolos durant ces dernières années qui te sont restées en tête, que tu as en mémoire et que tu dis bah oui, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'ils ont fait ça que j'ai envie d'intégrer ce parti? Honnêtement, non. Moi, je trouve que c'est vraiment une globalité, en fait, de tout ce qu'ils font, de tout ce qu'ils défendent, qui colle avec mes idées. Et c'est très bien comme ça. Je trouve qu'il n'y a pas des choses précises. Il y a un tout qui fait que c'est un parti auquel j'adhère. Ok. Et pour toi, c'est quoi les points clés de votre programme? Je vais revenir là-dessus. Moi, vraiment, la participation citoyenne, je trouve que là, l'engagement, la place de chacun dans la chose politique, c'est vraiment important. Donc, pour moi, c'est ça. Maintenant, il y a aussi des choses plus, par exemple, tout ce qui est problématique d'urbanisme et d'étalement urbain, sur lequel nous, on plaide pour plus de sagesse, je dirais. Ça, je trouve que c'est important, parce que d'un point de vue écologique, plus on s'étale et plus on abîme la nature et l'habitat existant. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui me tiennent particulièrement à cœur. Je trouve que dans le groupe qu'on a créé aussi, on a toute une dimension sociale, comme par exemple une focalisation sur des loyers modérés, pas nécessairement très bas, mais en tout cas, voilà, je trouve que là-dessus, on s'est bien développé et j'en suis assez fière. Ok. Et alors, au niveau communal, pour toi, c'est quoi les qualités requises pour faire de la politique à ce niveau-ci? Très sincèrement, j'en ai aucune idée. Moi, j'y vais avec toute ma bonne foi et maniaque, et pour le reste, j'en sais rien. Peut-être l'honnêteté. Ok. Et ça va? Tu es honnête? Ah, peut-être un peu trop. Ok, merci. Alors, au niveau des valeurs, je voulais savoir quelles étaient tes valeurs. Les miennes... Oui, voilà, vraiment tes valeurs les plus importantes pour toi. Je dirais bien que tout ce qui touche à l'écologie, alors de manière globale, voilà, c'est vraiment extrêmement important, parce que quand on voit le dérèglement climatique, je trouve que cette question-là, elle n'a même plus lieu de se poser. Il faut qu'on se batte tous pour elle, et puis c'est tout. Sinon,
pour moi, encore une fois, tout ce qui est du côté de l'humain, il faut une égalité. Enfin, chez nous, par exemple, c'est une évidence, l'égalité homme-femme, elle ne se pose pas, il y a une coprésidence. Mais globalement, moi, je suis pour une égalité de l'être humain. Voilà, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, il n'y a que des êtres humains, et puis c'est tout. Et là-dessus, j'en démords pas, quoi. Donc l'écologie et l'humanisme. Et l'humanisme, oui. Ok. Alors, petite question philosophique. Est-ce que tu te considères plutôt comme conséquentialiste ? Donc, c'est-à-dire, tu vas faire attention plutôt aux conséquences de tes actions. C'est ça qui va déterminer si tu vas prendre cette décision ou pas. Ou alors plutôt déontologiste, c'est-à-dire que tu vas plutôt rester proche de tes valeurs en premier lieu avant de penser à la conséquence. C'est vraiment les valeurs qui vont diriger tes actions. C'est les valeurs qui dirigent mes actions. Okay. Clairement. Je peux pas trancher sur certaines valeurs qui me sont chères. C'est pas possible. Okay. Comme par exemple cette défense de l'être humain, voilà, elle prime surtout, et donc il y a des choses que je ne peux pas accepter, que je ne laisserai jamais faire. Et tu as un exemple par hasard ou... Oh ben là, à l'échelon communal, je ne dirais pas, mais à l'échelon fédéral, oui, très clairement, tout ce qui se fait par le parti, les partis en place, le centre fermé où on enferme des enfants. La loi sur les visites domiciliaires, alléluia, elle est enterrée, j'espère qu'elle ne ressortira jamais. Ce genre de choses-là, pour moi, c'est juste pas possible. C'est contraire à l'humanité. Même si ils te disent, oui, mais justement, les conséquences de ça fait ça permet de réduire... Non, il n'y a pas de... Voilà. On peut pas, c'est tout. C'est au-delà de ma morale à moi. Je ne peux pas transiger là-dessus, c'est pas possible. Je ne peux d'ailleurs rien entendre comme argument en faveur de ce genre de mesures. Je sais au-delà de ma pensée. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes globalement qui t'inspirent ? C'est qui les personnes qui t'inspirent ? Très honnêtement, je crois qu'ils sont liés à ma profession, en fait, plus qu'à la question politique. Donc, je pense que je suis particulièrement inspirée par des écrivains, plus que par des hommes ou femmes politiques. Tu peux nous donner des exemples ? Je peux donner des exemples, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Mais c'est pas grave. Genre Eri De Luca, un auteur italien extrêmement engagé sur les deux plans que je défends également, donc l'écologie et l'humanisme. J'ai été très, très marquée dans ma vie par Mathieu Riboulet, qui est décédé cette année et qui, lui aussi, était engagé avec ses tripes et à travers son écriture dans différents combats qui me sont chers. J'aime beaucoup Jeanne Benhammer. Voilà, il y a des gens comme ça qui me marquent profondément, mais plus à travers leur écriture et finalement qui transmettent un message global. Ok. Et au niveau politique, du coup ? Il y a des modèles, il y a des inspirations ? Honnêtement, il y en a qui me font rire et j'aime bien un petit peu leur provocation et leur exagération, quoi. Mais sinon, honnêtement, non, pas vraiment. Okay. Je trouve qu'on va jamais... si, on peut aller loin, mais ils passent alors plus pour des gugus ou des guignols. Et ceux-là, ils me font rire. Moi, j'aime bien qu'on pousse les choses très loin et finalement, on n'arrivera peut-être qu'à un milieu, mais voilà. Ok. Au niveau de la citoyenneté, que penses-tu de notre système démocratique organisé tel qu'il est aujourd'hui ? Est-ce que le citoyen prend assez part dans la façon dont est gérée sa commune pour toi ? Alors, par rapport à la première question, je trouve qu'il n'est absolument pas satisfaisant. Certes, on vit en démocratie, mais elle se réduit depuis un paquet de temps à je vais déposer un papier dans l'urne une fois tous les 4-6 ans, ça dépend des niveaux de pouvoir. Donc, je le trouve... absolument perfectible. Quant à la question de la représentativité, je ne sais même pas si c'est vraiment une bonne chose, parce que qu'est-ce qu'on représente quand on a un individu qui va représenter des milliers de personnes ? Ça ressemble à pas grand-chose. Il y a 29 élus sur Arlon, il y a 30 000 personnes. Ça veut dire une personne en charge de beaucoup de gens. Je ne suis pas sûre qu'il représente tellement. Donc je serais plutôt pour... un système beaucoup plus élargi de participation, voire éventuellement le tirage au sort, pourquoi pas, parce que je ne comprends pas pourquoi, avec les élections, du jour au lendemain qu'on est élu, on aurait une espèce de science infuse qui nous est tombée du ciel. Donc moi, je trouve qu'il est vraiment perfectible. Quant à la deuxième partie de la question, très clairement, il faut beaucoup, beaucoup plus
engager le citoyen dans la participation communale. Alors je dirais que ça prend 2 plans. C'est d'abord au niveau de l'information. Si les gens ne sont pas informés, éduqués, instruits à la chose, fatalement, ils vont pas s'intéresser. Et après, il faut leur laisser la place d'une réelle participation et d'une réelle écoute et pas dire que. Et puis finalement, on s'en fout et on fait quand même notre popote entre nous, quoi. Et comment on fait ça? Comment on fait participer plus la population? Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par les informer véritablement. Par exemple, le bulletin communal, ça peut pas être un journal de propagande, ça doit être ouvert à l'opposition, ça peut être ouvert à la population qui aurait envie d'écrire quelque chose. Voilà, c'est pas beaucoup plus informé de manière globale sur ce qui se passe. Et puis alors essayer de les impliquer au moment clé de la vie politique pour dire mais est-ce que vous voulez pas donner votre avis? Enfin, voilà, nous, par exemple, on est allé dans les quartiers de la ville et dans les villages pour rencontrer les gens. C'est une opportunité pour eux de nous dire, en fait. L'idée, c'était pas du tout, on va venir faire notre prêchi-prêcha, venez nous écouter dans la salle du village et on a la bonne parole. Non, c'était vraiment la démarche inverse on marche avec vous sur le terrain et pendant 2 heures, on vous écoute, on essaye de retenir ce qui est important, ce qu'on pourrait éventuellement faire, mais voilà, aller à la rencontre des gens et les écouter vraiment, et qu'eux osent prendre la parole également, quoi. Genre pas la question, comment est-ce que c'est l'interpellation, je sais pas quoi, la question qu'on peut poser au conseil communal. Moi, je trouve que c'est de la vaste blague. Il faut envoyer sa question, le collège répond, c'est une sorte de simulacre de démocratie, mais il y a aucune interactivité. Vraiment, on va au conseil communal, on peut regarder. Est-ce que les gens se rendent bien compte qu'ils peuvent aller au conseil communal et regarder tout au moins, parce qu'on ne peut pas intervenir, mais on peut déjà assister et certainement se rendre compte de ce qui se passe réellement. Et puis alors peut-être, après, un effet boule de neige, une augmentation de l'envie de participer à la chose citoyenne et à la chose politique. Donc vous avez fait des rencontres, tu me dis, vous avez été par quartier. Du coup, vous avez appris des choses intéressantes. C'était intéressant ces rencontres-là? C'était vraiment super. Franchement, c'est pas pour vanter notre action, mais c'était vraiment bien. Moi, j'ai dû en faire. Je crois que j'en ai loupé 2. À chaque fois, déjà marcher sur le terrain, c'est autre chose que de se retrouver à la salle de foot ou je sais pas quoi. Enfin voilà, parce que là, on se rend compte des problématiques en prenant ses pieds. Et puis sinon, d'un point de vue sur le fond, je dirais, on a systématiquement, c'était frappant, les mêmes problématiques qui revenaient en fait. Un problème au niveau des voitures, soit elles roulent trop vite, soit c'est une sorte de parking sauvage, les gens se garent n'importe où, n'importe comment. Et puis un problème au niveau du logement. Vraiment, les gens se plaignent de tous les projets en construction ou à venir qui vont la plupart du temps détruire leur habitat à eux. Et voilà, c'est les deux choses qui revenaient dans les villages ou les quartiers de la ville qu'on a rencontrés. C'était toujours les problématiques centrales qui revenaient. Après, il y avait peut-être des choses plus de détails, de tel coin de rue, machin. Mais sinon, vraiment, ces 2 problématiques-là, on a été frappés de voir à quel point elles revenaient de manière récurrente. Et puis sinon, humainement, c'était chouette. Et ça décloisonnait aussi cette espèce de truc de les politiciens et puis nous, les citoyens. Il y avait des gens qui étaient réticents au début de la rencontre en se disant « ouais, c'est ça, ils viennent encore pour nous ». Voilà, et en fait, ils se rendaient bien compte au fil du temps qu'on était réellement sincères, qu'on était vraiment à leur écoute et qu'on n'était pas là pour vendre notre camelote. Oui, c'est ça. Vous n'étiez pas là pour dire en fait non, des choses. Non, on était là pour écouter. Ok. Au niveau de la population, justement, nous, on a une commune un peu spécifique au niveau des travailleurs, puisqu'il y a plus de 60% des habitants de la commune qui travaillent au Luxembourg. Est-ce que ça influence, comment ça influence en tout cas la vie dans celle-ci? Et est-ce que c'est la raison pour laquelle Arlon est souvent décrite comme une ville, une cité dortoir? Voilà, c'est... Oui, je crois bien, honnêtement. Il faut être honnête sur cette chose-là. Je crois bien que Arlon est devenu une sorte de faubourg de Luxembourg. Mais honnêtement, je ne sais pas quelle solution on peut apporter véritablement à ça. Voilà, c'est devenu une réalité et je me demande dans quelle mesure il ne faut pas le prendre comme un fait acquis et essayer d'organiser au mieux la vie de la ville comme ça, sous ce plan-là. On ne va pas empêcher les gens de venir s'installer à Arlon et d'aller travailler au Luxembourg. Bah non. Donc il faut prendre ce critère-là et aménager la ville dans ce sens-là. Voilà, c'est un fait. Et
On ne peut pas revenir en arrière, on ne va faire qu'avancer. On va prendre en compte après quelle solution apporter. Rien qu'au niveau de la mobilité, c'est une catastrophe. Alors Bah oui, oui. voilà, mais est-ce qu'on peut freiner le déplacement des gens pour... Non, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, franchement, c'est une question que je trouve extrêmement complexe et je ne sais pas comment on peut la régler. Je pense que... Je ne sais pas s'il y a une solution vraiment. Oui, ouais. Donc notre commune fait partie des plus riches de Wallonie et en même temps, il y a de plus en plus de SDF et de personnes dépendantes du RIS, donc du revenu d'intégration sociale. Comment on peut l'expliquer Est-ce qu'il y a des conséquences à ça et qu'est-ce qu'on peut y faire? Comment on peut l'expliquer? Je crois que c'est les choix politiques à un autre niveau, très clairement, qui font que... Voilà, il y a un problème au niveau du partage des richesses, au niveau de l'accessibilité au travail. Donc voilà, mais je sais pas, pour moi, c'est pas vraiment un problème à l'échelon communal. Ok. Après, évidemment, la commune va essayer de pallier à ce problème-là au travers du CPAS et voilà. Mais je pense que le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés financières, voire qui sont dans la rue, c'est à un autre échelon que les questions se posent. Et là, je dénoncerai encore bien une fois le gouvernement fédéral actuel qui provoque cette pauvreté croissante. Donc ici, tu disais justement le partage des richesses. Donc au niveau communal, c'est clair que là, on peut rien faire, quoi. Je pose la question naïvement. Hein. À ce point-là de problématique, c'est extrêmement compliqué. Après, on peut toujours pallier. Enfin, voilà, il y a l'abri de nuit, il y a des choses comme ça. Mais le problème, il est tellement ancré. Enfin, c'est bien plus profond que je trouve que faire ce genre de choses, et c'est très bien, mais pour moi, c'est jamais qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Ça ne résout pas le problème fondamentalement. Ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les gens ne soient pas dans l'extrême pauvreté. Pas juste leur dire, écoutez, les pauvres, on va vous filer une croûte de pain et puis ça suffira, c'est bon comme ça. Voilà. Et ça, je pense que la commune ne peut véritablement faire que ça. Enfin, voilà, parce qu'elle n'a pas les clés de la redistribution. Enfin, je ne sais pas. Okay. Voilà, moi, je dirais ça comme ça, mais peut-être qu'il y a des solutions qui existent et auxquelles je n'ai pas pensé. Voilà, je n'ai pas la réponse non plus. Au niveau de la mobilité, il y en a beaucoup qui prônent la mobilité douce. Hein, c'est vraiment un sujet d'actualité. Est-ce que toi, tu la pratiques toi-même ? Alors, moi, je marche tout le temps, donc c'est pas difficile. Je pratique la ville à pied et franchement, elle est suffisamment petite pour qu'on puisse aller d'un bout à l'autre de la ville avec ses pieds. Le vélo, je l'ai pratiqué pendant un temps, mais j'ai eu le malheur de perdre un client à la sortie de la ville qui a été renversé par une voiture. Donc depuis, j'avoue que je ne sais pas remonter sur mon vélo. Je ne peux pas m'empêcher de penser à lui et de me dire que j'ai 4 enfants, donc ce serait quand même bête que pour une espèce de question philosophique, j'aille me faire tuer moi aussi. Donc je ne prends plus le vélo. Quant à la voiture, on a un véhicule qui a 11 ans et environ 110 000 km, donc ça explique bien qu'on la prend très peu. On prend le train. J'aime pas le bus, ça je le reconnais, c'est un transport en commun que j'aime moyen, mais voilà. Et par principe, on ne prend pas l'avion. Okay. Donc je crois que toute la question de la mobilité douce est réglée. C'est que voilà, on y a largement réfléchi. Il y a des choses qu'on fait et d'autres qu'on ne fait pas parce que nos valeurs priment sur peut-être un confort ou un plaisir. Ok. Donc du coup, tu as parlé un petit peu du vélo. Il y a des sens uniques limités qui ont été mis en place à Arlon il y a quelques temps, destinés au vélo. Est-ce que pour toi, ça a changé quelque chose ? Est-ce que c'est plus sûr pour les cyclistes à Arlon ? Est-ce que du coup, tu laisserais même toi aller tes enfants à l'école en vélo ? Ce truc-là, en soi, honnêtement, sur certaines artères, je peux le concevoir. Mais moi, d'expérience, j'ai failli me faire renverser. Il y a de ça avant, quand je prenais encore le vélo. Il y avait déjà une route comme ça où on pouvait prendre la route à contresens et j'ai failli me faire renverser. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment malin comme pratique. Les automobilistes ne sont pas habitués à avoir les cyclistes qui arrivent à contresens. Donc, je trouve ça en fait plutôt dangereux. Et puis, il y a carrément des routes où c'est pas possible en fait de se croiser. Donc voilà, près de chez nous, la rue des Capucins, c'est un non-sens d'avoir mis cette route à contresens parce qu'il n'y a pas de place simplement. Oui. Donc voilà, et Fabien, mon mari, il a failli assister à un accident. Par chance,
le cycliste a pu éviter la voiture, mais sinon, il se faisait renverser. Donc, je ne comprends pas très bien cette mesure. Même si sur le fond, les cyclistes au quotidien me l'ont expliqué, mais en fait, je trouve qu'elle est dangereuse en réalité. Et on peut faire quelque chose d'autre alors pour les cyclistes à Arlon? Oh là là, moi je pense qu'il faut vraiment aménager. Quand on réaménage une route, il faut systématiquement penser piétons, cyclistes. Si on regarde dans les pays scandinaves, en fait, je dirais que l'aménagement des routes est inversé. On pense piétons, cyclistes et puis voitures. Si jamais il y a de la place, ils auront la chance de pouvoir rouler dessus. Et nous, c'est toujours à l'inverse. C'est la voiture et puis éventuellement les cyclistes et les piétons. Il suffirait de penser les routes autrement et de se dire il n'y a plus le tout à la voiture, il y a des gens qui veulent pratiquer les déplacements autrement, donc voilà. Donc moins de voitures au centre-ville, quoi. Moins de voitures globalement. Oui. Voilà, plus de transports en commun, même des bus, même si j'aime pas. Mais voilà, moins de voitures globalement. Parce qu'en plus de ça, c'est chacun dans sa voiture. Ou alors on peut essayer de développer le covoiturage. Mais sinon, c'est chacun dans sa voiture. Et donc, ça crée des engorgements, des embouteillages, un bruit épouvantable, une pollution de l'air. Enfin, voilà. Donc, mais de nouveau, au niveau communal, je vois pas on dit moins de voitures, mais ça, c'est un peu la responsabilité de chacun. Je vois pas alors ce qu'on pourrait faire. Voilà, on peut en revenir à une information qui viendrait expliquer aux gens, vous pouvez par exemple covoiturer, il y a des systèmes qui ne fonctionnent pas en fait. Il y a des systèmes instaurés vers le Luxembourg. Dans notre liste, on a une candidate qui est inscrite sur 2 sites de covoiturage depuis 1 an. Elle n'a jamais eu personne parce que personne voulait monter dans sa... Enfin voilà, elle veut... Voilà, donc simple. Est-ce que les gens le savent ? Je ne sais pas. Après, peut-être qu'ils ont peur et donc il faut les rassurer sur la non-dangerosité du covoiturage. Je ne sais pas, mais il y a des systèmes. Il y a sûrement moyen de réduire, même individuellement, la pratique de la voiture. Ok. Régulièrement, je croise des personnes... Bon, là, on est plutôt dans le sujet de la voiture, hein, pas anti, mais pour ceux qui veulent se garer. Je croise des personnes qui ne connaissent pas la possibilité de bénéficier de 30 minutes de parking gratuit. Ça a été mis en place quand la ville a repris la gestion des eurodateurs. Et globalement, au niveau des parkings, est-ce que le rendre gratuit le temps de midi ou le samedi, ou est-ce que ça pourrait donner aux gens envie d'aller plus au centre-ville? Est-ce que ça passe par ça, une redynamisation du centre-ville? Alors, je me demande s'il ne faut pas en fait inverser la question, parce que dans des tas d'autres villes, le parking est payant et ça ne pose de problème à personne de payer le parking. Okay. Après, ils sont d'accord de payer parce qu'ils vont venir pour quelque chose, en fait. Ça vaut la peine de payer des heures de parking parce qu'ils vont se balader, Voilà, je me demande dans quelle mesure, à Arlon, les gens ne pestent pas contre le parking payant parce qu'en réalité, ils ne vont y aller... ils ne vont pas rester très très longtemps et il n'y a pas une offre suffisamment attrayante. Voilà, donc je ne sais pas, mais je ne sais pas. Okay. Après, moi, fondamentalement, on pourrait aussi questionner le coût du parking ou la gratuité parce que je ne comprends pas pourquoi on paye l'espace public. Fondamentalement, le parking, c'est l'espace public et maintenant, il faut qu'on le paye. Il y a encore quelques décennies, on ne payait pas pour se garer. On va pouvoir parler des voitures tampons, et bien évidemment. Mais après, on peut peut-être réfléchir à comment faire pour qu'il n'y ait pas des voitures là qui restent en continu et rendre le parking gratuit de manière générale et pas juste le temps de midi ou le samedi. Ou voilà, on peut questionner bien au-delà de la gratuité, mais si les gens payent, il leur faut une contrepartie. Et je crois que pour les gens à Arlon, il n'y en a pas. Okay. Il n'y en a pas ou pas suffisamment. Le problème ne vient pas des parkings, ou du prix en tout cas. Je ne crois pas, honnêtement, je ne crois pas. Ok. Tant qu'on est dans l'environnement, l'urbanisme, est-ce que pour toi, Arlon, c'est une ville globalement propre? Ah, question compliquée. Si je dis qu'elle est sale, les gens vont pester, bien évidemment. Mais entre ma maison et ici, oui, la ville est sale. J'ai fait encore ce constat ce matin en la traversant et je me suis dit, oh mon Dieu, qu'elle est sale. Voilà, donc oui, le centre-ville en tout cas et certaines rues du centre-ville sont particulièrement sales. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Je crois qu'il y a eu un mauvais choix de revêtement des sols qui fait que ça absorbe la crasse malheureusement.
Après, peut-être que ce serait bien que chacun balaye devant sa porte. Donc, voilà, on est censé s'occuper de son trottoir. Mhm. Donc, je pense que si chacun faisait son bout de trottoir, balayer, nettoyer, ce serait pas un mal. Et puis, globalement, si les gens pouvaient utiliser... Enfin, il n'y a pas assez de poubelles, mais il semblerait qu'on va en avoir bientôt. Puis les gens, voilà, seraient... Il y a aussi Il serait bien, ce serait urbain de jeter ses crasses dans les poubelles ou de les mettre dans ses poches en attendant une poubelle plutôt que de prendre le trottoir pour la poubelle. C'est plutôt une du monde. responsabilité, donc de nouveau individuelle et pas spécialement. Les au niveau de deux, la je pense qu'il y a une co-responsabilité et puis la crasse appelle la crasse. Donc, Mhm. moins on nettoie, plus ça va être sale, hein, c'est clair. C'est l'effet Ouais. de la vitre brisée et ce genre de choses. Donc voilà, je crois qu'il y a une co-responsabilité. Il y a des genres de cendriers comme ça, j'ai vu, qui étaient dans le sol, qui ont été mis un peu. J'en ai vu Oui. deux, trois. Je crois qu'il y en a 10 ou 20, je ne sais quand plus même, ouais. combien ils en Mhm. ont mis, ouais. Peut-être que ça, c'est déjà une bonne chose. Je ne sais pas, parce que moi, je vois des mégots partout. J'avais participé à l'opération ramassage des mégots organisée il y a quelques mois. Et depuis, enfin, je voyais déjà bien qu'il y avait des mégots avant, mais depuis que j'ai passé une après-midi à ramasser les mégots, je les vois d'autant plus et il y en a toujours autant. Pas facile, donc. Non. Parlons du piétonnier. Malgré certains efforts, il reste quand même à moitié vide, on va dire. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Ah là là, qu'est-ce qu'on peut y faire ? C'est compliqué. Parce qu'il y a déjà beaucoup. Il me Parce semble que- que c'est un sujet Oui, qui. mais ce qu'on a fait, la grande question, c'est ce qu'on a fait, est-ce qu'on l'a bien fait ? Voilà. Qui fait qu'il n'y a toujours pas... Le piétonnier, il n'est pas attrayant, qu'on se le dise. Et on a beau y faire tous les efforts qu'on veut, la base est pas bonne. Et depuis, on y met on rajoute et on essaye, mais il fallait avoir une pensée bien plus large du piétonnier pour qu'il fonctionne, à mon avis, d'un point de vue simplement urbanistique. Hein. Je parle que de ça. Il n'a pas été pensé dans sa totalité et donc ça fait plus bric et broc. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire du coup maintenant ? Je ne vais pas dire qu'on va le recommencer parce qu'on n'en veut plus des travaux. Donc je ne sais pas ce qu'on peut faire. Il aurait fallu y penser avant de le réentamer pour la deuxième fois. Quant au commerce, aïe, 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 ça c'est bien compliqué cette chose-là. Et pour moi, ma position par rapport au commerce, c'est que la responsabilité de la ville, c'est donner un cadre suffisamment bon pour que des gens aient envie d'investir dans la ville. Or, le cadre n'est pas bon. Donc, on n'a pas envie d'investir dans la ville. Ok. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi, mon job, c'est mon commerce. Et mon trottoir. Je balaye mon trottoir et j'essaye de l'embellir. Pour le reste, c'est pas mon taf. Le boulot de la ville, c'est me donner mon cadre de travail. Et moi, à l'intérieur, je fais mon job ou pas. Et après, si je me plante, c'est mon problème. Mais en tout cas, j'attends de la ville qu'elle m'offre un cadre digne de ce nom. Et là, voilà. C'est là que le bas blesse. C'est à cause de ça que pour toi, que le piétonnier, la moitié des cellules sont vides, quoi. Après, je pense qu'il y a aussi le fait de la ville dortoir qui fait que les gens vont aller travailler au Luxembourg et probablement consommer plus là-bas qu'ici. On peut aussi questionner tout ce qui est e-commerce et trucs comme ça, qui fait que là aussi, maintenant, il y a un problème. Forcément, les gens n'ont plus l'habitude d'aller dans les magasins. Donc, ça coince aussi à ce niveau-là. Mais là-dessus, encore une fois, à l'échelon communal, on n'a pas nécessairement de prise. On peut éventuellement se questionner sur la multiplication des centres commerciaux. Ça aussi, évidemment, c'est un problème. Hein. Voilà. Il n'y a qu'un portefeuille chez les gens. Donc, si on démultiplie les lieux d'achat, nécessairement, ça va être au détriment les uns des autres. Et puis, le prochain centre commercial va faire du tort à celui qui était déjà là. Et c'est une espèce de chaîne sans fin. Voilà. Voilà. Et on ne peut pas imaginer autre chose que des commerces ou de l'ORECA dans le piétonnier ? Un centre-ville, moi je dirais que c'est fait avec ça. On peut peut-être, je sais pas, imaginer des cellules d'artistes, pourquoi pas. Voilà, ça peut éventuellement, ça pourrait être chouette, mais pour le reste, moi je pense je me dis des choses qui est pas, voilà, des commerces, il y en a aussi justement, comme tu dis, ailleurs, quoi.
D'autres comme... Non, mais Non. si c'est des commerces, il y en a un peu partout maintenant, que ce soit dans les galeries, à l'extérieur de la ville et tout ça. Donc si on fait aussi des commerces dans le centre-ville, enfin, c'est bien aussi, mais si c'est le même genre, bah, peut-être que les gens se disent ouais, bah, ouais, je dois aller me garer, machin, tout ça. Tandis que s'il y a peut-être autre chose, quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs, peut-être que là, je sais pas, comme tu disais, le problème c'est peut-être pas le parking, peut-être qu'il faut que les gens aient envie de payer, peut-être qu'il faut justement qu'il y ait quelque chose d'autre. Alors essayer de développer autre chose. Des vitrines avec des services, ça n'attire pas forcément les gens. Donc voilà, ça déjà, c'est pas la peine. Je te dis, peut-être des cellules avec des artistes, ça c'est chouette, les gens aiment encore bien. Pour le reste, non, mais peut-être une autre offre alors de commerce. Mais donc, il faut un cadre de vie suffisamment intéressant pour qu'ils puissent s'installer. Moi, je ne me bats pas nécessairement pour que les enseignes, les grandes enseignes viennent au centre-ville. Voilà, des petits magasins bien plus typés, ce serait autrement plus attrayant, mais il faut les attirer. Et ça, c'est compliqué. Ok. Voilà. Parce que c'est plus... Moi, je pense qu'on se focalise sur des grandes enseignes et donc des grands emplacements, mais des tout petits magasins, je vois bien le mien, il est tout petit, ça me va très bien, quoi. Enfin, c'est pour autant... et les touristes, ils trouvent qu'il est chouette et voilà. Les curieux rentrent et sont contents. Il y a moyen, donc. Il y a moyen, oui, tout à fait, il y a moyen. Dernière question sur ce sujet. Que penses-tu du nouveau projet de la place Léopold ? Avec Place Léopold, le palais. Place Léopold. Alors le parking, je suis absolument contre, qu'on se le dise. Souterrain ? Oui, c'est ça, le parking sous la place, le parc, je sais pas. On verra plus les voitures comme ça. Moi, je suis d'avis qu'elles viennent pas, de toute façon. Donc voilà, a priori, on ferait plutôt alors un parking de délestage à l'extérieur et puis on organise l'avenue des gens à pied, en vélo, en charrette avec un cheval ou n'importe quoi. Et voilà, les voitures sont pas obligées de rentrer en ville. Moi, je suis contre le parking. D'abord, il coûte extrêmement cher et je ne suis pas sûre. Enfin, pour moi, en tout cas, il y a d'autres priorités, genre l'extrême pauvreté. Eh ben, si on doit dépenser 5 millions d'euros sur fonds propres, je préfère franchement qu'on le mette ailleurs que dans un parking. Je viens de... Enfin, là, évidemment, si on peut le dire, c'est lundi matin. J'ai traversé la ville. Il y a plus de places vides que de places remplies. Donc, je ne suis pas certaine non plus. Et ça... Aujourd'hui, c'est lundi matin, mais je le vois bien au quotidien que globalement, il y a suffisamment de place. Le parking Place Didier, il est rarement plein. Donc, je ne suis pas sûre que la problématique du parking en tant que tel, de manque de place, soit un problème. Donc, le parking, moi, je suis absolument contre pour toutes ces raisons. La place vide, ça fait peur, en fait. Une place vide... quand elle est pleine avec une animation qui draine du monde, c'est chouette, mais... à l'échelle d'une année, il y a combien de jours où la place va être remplie et le reste du temps, elle va être vide. Alors, dans une ville qualifiée de ville dortoir, je ne sais pas si ça va tellement redorer le blason de la ville d'avoir une place vide. Voilà, je ne sais pas. Évidemment, par contre, tout ce qui est palais, hôtel du Nord, ça, j'y suis particulièrement sensible. Voilà, moi et ma fibre culturelle. Mais encore une fois, il faut voir ce qu'on y fait. Si c'est porteur ou pas. Voilà. Mais globalement, je trouve que c'est un projet pharaonique et qu'il y a d'autres priorités autrement plus importantes. Ok. Mais justement, au niveau de la culture, on en a parlé. Dans l'opinion publique, Arlon reste une ville dortoir. Donc, tu es plutôt d'accord avec cette affirmation ? Oui. Ok. Je dirais bien, si je peux rajouter, que pas à titre personnel, en fait. Moi, j'arrête pas de... évidemment, je vis au centre-ville, je travaille au centre-ville et tout ça, c'est tout à fait différent. Mais moi, j'arrête pas de faire des trucs tout le temps. Donc, c'est pas qu'il y ait un manque d'activité sur Arlon. Je pense que c'est plutôt un manque d'information. Les gens, ils sont jamais au courant de ce qui se passe. Ou après coup, ou... voilà. Donc, j'ai plutôt l'impression qu'il y a un manque d'information plus qu'un manque d'activité. Et là-dessus, je pense qu'il faut travailler. Et comment on fait pour que les gens soient plus au courant ? En informant, en communiquant. Pour moi, c'est toujours le nerf de la guerre. Ça peut être au travers
du journal communal, mais ça peut être... Il y a une multiplication d'affiches dans la ville, je pense que les gens ne regardent pas du tout. Voilà, donc ça, puis écologiquement, il faudrait peut-être arrêter, c'est peut-être pas une solution. Est-ce qu'un panneau affichage numérique ou je sais pas quoi, écologiquement, je sais pas trop comment c'est, mais est-ce que ça, ce serait pas plus utile qu'on en ait en ville et dans les villages pour que les gens sachent ce qui se passe? Voilà. Ouais. Oui, parce que je veux dire, au niveau des. On dit souvent qu'on a déjà trop d'informations tout le temps. Donc, Eh ben, peut-être qu'en la centralisant, elle passerait mieux qu'en la démultipliant dans tous les sens. Mhm. Ok. Justement, on parlait d'événements culturels. On en a vécu quelques-uns cet été, hein, avec la diffusion des matchs des Diables Rouges sur l'écran géant. Ça a vraiment. C'était un gros succès. J'ai vu qu'il y a des gens qui venaient du Luxembourg, gens qui venaient de France. Enfin, c'était une bonne ambiance, je pense. Et est-ce qu'on pourrait faire, je veux dire, est-ce qu'il y a d'autres événements? Est-ce que ça donne des idées? Est-ce qu'on peut faire d'autres choses dans le même genre ou sur cette place et justement quand elle sera qui plus est libre? Alors là, je vais parler de 2 points de vue différents. Le point de vue large. Pour la population, c'est vrai qu'ils aiment bien ce genre de truc et qu'on pourrait réfléchir à d'autres activités du même ordre. Maintenant, moi, en tant qu'habitante, j'ai le sentiment d'une espèce de Disneylandisation du centre-ville qui ne me plaît pas forcément, en fait. Parce que cet arrivage en masse de gens dans la ville qui viennent, qui débarquent, qui font la fête et qui repartent et qui, en gros, nous laissent une partie de leur crasse, c'est très bof. Voilà. Donc, moi, j'aurais tendance à dire prudence sur ce genre de choses parce que, pour moi, le centre-ville, c'est d'abord une ville dans laquelle il y a des habitants. Après, on peut en effet l'animer et faire des chouettes trucs, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une plaine de jeux pour les alentours. Et voilà. Okay. Parce que je me dis, si on suis méfiante, en fait, sur ce genre de trucs-là et sur ce que les centres-villes alors deviennent. Et on a comme ça une sorte de ville carton-pâte, pseudo-historique ou autre, et les gens viennent, consomment, repartent, et nous, on ressemble un peu à, je ne sais pas, des irréductibles gaulois. Vous habitez le centre-ville? Enfin, ouais, c'est aussi une ville avec des gens, en fait, au départ. Donc, oui, tout à fait. Donc voilà, ma position à moi, elle est mitigée. Okay. Oui, il y a des activités, mais il ne faut pas que nous, on passe pour les derniers d'une tribu, on ne sait pas quoi. Non, mais c'est ce que je me suis dit. Tiens, si on a régulièrement, les gens n'ont même plus besoin de se poser la question. Ils disent, ah bah ouais, mais il y a souvent des trucs à Arlon, même si on n'est pas au courant, on y va parce qu'on sait qu'il y a souvent des trucs. Enfin, je sais pas. Mais alors, est-ce que la vie, c'est aussi la fête en continu? C'est d'abord de vivre, d'être, de travailler, voilà, c'est pas la fête en continu. Et nous, on vit ici. Oui, maintenant, ici, c'est vrai qu'on a pris l'exemple, j'ai pris l'exemple des matchs, et là, c'était vraiment la fête. C'est-à-dire, c'est pas obligé que ça soit la fête, un grand truc alcoolisé ou quoi, ça peut être aussi, je sais pas, d'autres choses qu'on organise ou... Oui, mais donc c'est ça que okay. Là, pour le coup, j'aurais tendance à tempérer, c'est dire, ok, on peut réfléchir à des animations, mais pas transformer le centre-ville en une plaine de jeux. Okay. Je pense que nous, les habitants, on ne sera pas tellement chaud pour ce genre de truc. En sachant bien que si on a choisi de vivre au centre-ville, c'est pas non plus pour aller sur les activités et se dire les cafés ils font du bruit et tout ça. On sait bien les revers qu'on a du choix d'habiter en centre-ville, mais en même temps, nous, c'est notre lieu de vie. Mmh. Et globalement, voilà, est-ce que ça doit être juste une zone d'amusement? Et on peut le décider, mais alors, faut dire aux gens qui habitent le centre-ville, allez voir ailleurs. Parce que moi, j'ai quand même, j'ai quand même un bon souvenir de mon adolescence où il y avait beaucoup plus de cafés, beaucoup plus de cafés où on pouvait faire des concerts, des choses comme ça, dans rue Kirch par exemple. C'est fini. Oui, mais moi personnellement, je suis d'accord avec toi, je l'ai vécu aussi. C'est un petit truc à petite échelle, dans un café, tu vois. Ouais, c'est pas une foule qui se déplace. Voilà. Et moi, je n'ai aucun problème avec ça. Enfin, je vis en face d'un restaurant, à proximité d'un café, et ça ne me pose pas de problème de vivre à côté d'eux, que du contraire, ça met de la vie, c'est merveilleux. Mais après, ces grands mouvements de foule pour faire vraiment de la ville une plaine de jeux,
Non, je ne sais pas. Moi, je serais plutôt pour de petits événements. Ok. D'ailleurs, Ouais. on peut questionner, si on en revient à la Coupe du Monde, une masse de gens qui viennent sur la place Léopold. En effet, un phénomène de foule extrêmement important. Mais alors, tous les cafés autour, absolument délaissés. Nous, on a fait des... Il y a encore... il y a eu la Coupe du Monde cette fois-ci et la fois précédente, je pense, sur la place Léopold. On allait au café d'en face et c'était cool. Il y avait quoi? Je sais pas, 50, 60 personnes. C'était marrant. Et ça y a plus parce que tout le monde, maintenant, va... c'est aussi un revers regrettable, moi, je trouve. Voilà, on peut fêter le foot à petite ou grande échelle et il faut voir quels sont les impacts, les conséquences. Voilà. Moi, je me dis que la Coupe du Monde centralisée sur la place Léopold, c'est au détriment de tous les autres. Et ça, c'est dommage. Ouais. À voir, à voir. Voilà, je questionne. Ok. Et justement, quand on parlait, je te racontais mon adolescence avec les concerts, choses comme ça. Est-ce qu'il y a assez d'activités encore proposées aux ados, de lieux où ils peuvent aller, ou aux jeunes adultes dans la ville? Alors, je ne suis plus adolescente et les miens sortent à peine, donc je ne me rends pas très bien compte s'il y a vraiment un manque. Mais oui, j'ai l'impression qu'il y a un manque. Il y a un manque, même ne fût-ce que des lieux pour qu'ils puissent se réunir. Voilà, parce que si on leur dit aller au café, il faut nécessairement consommer. Et peut-être qu'ils auraient même envie de lieux, je dirais, gratuits. Et ils n'en ont pas. Donc oui, je crois qu'il y a un manque. Il y a la maison des jeunes, quoi. Il y a la maison des jeunes. Bah oui, mais à l'échelle de la ville, c'est peut-être un peu court, quoi. Oui. Il y aurait peut-être moyen. Et puis tous les ados n'ont pas forcément envie d'aller à la maison des jeunes. Ils ont peut-être envie d'autres activités et on ne leur propose pas. En ce moment, on voit beaucoup passer d'informations sur un skatepark. Enfin voilà. Bon, il n'y est toujours pas ou alors il est clandestin. Est-ce que c'est vrai? Voilà, oui, je crois qu'ils ont besoin de choses et puis surtout, je crois qu'ils ont besoin de choses qui les concernent eux. Et là, je questionne, nous les adultes, on va leur dire, non, pas ça. Mais est-ce qu'on leur a demandé ce qu'ils ont envie d'avoir en fait? Je ne suis pas certaine. Je pense qu'on essaye de venir avec une sorte de savoir, voilà, de savoir adulte, mais en réalité, on ne sait même pas ce qu'ils aiment. On va critiquer leur manière de parler, on va critiquer leur musique, leurs activités, alors que c'est les leurs et qu'en notre temps, on a fait d'autres trucs. Voilà, parce que tu parles des cafés-concerts, mais peut-être qu'ils n'en ont pas envie, eux. Ils ont peut-être envie d'autre chose. Il faudrait peut-être commencer par leur demander véritablement ce qu'ils ont envie. Et nous, les adultes, on mettra en place ce qui est leur plaisir du moment. Voilà. Ça peut faire partie des projets d'écolo, de se dire, tiens, on va aussi s'intéresser plus aux jeunes. Moi, complètement, c'est clair. Hein. Enfin, voilà, de toute façon, une autre branche de mon discours, c'est soutenir la jeunesse. Voilà, le futur, il ne vient que de la jeunesse, systématiquement. À chaque génération, en réalité, on doit porter la jeunesse. J'ai 42 ans, je ne suis ni vieille ni jeune. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne sais pas ce qu'ils aiment, mais je suis à leur écoute et je veux les porter. On dit toujours, ils sont... d'abord, on commence par les critiquer de toutes les tares de l'univers. Et puis, en plus de ça, si on pense à leur futur, bon Dieu, on ne leur a pas laissé grand-chose d'espoir. Mais si, en plus, on ne leur demande pas ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de place. Donc oui, il faut soutenir la jeunesse, c'est elle qui va nous porter, et si on en est à des choses très matérielles, c'est elle qui va payer nos pensions et tous ces bazars-là. Donc on ne peut pas, sur tous les points, les enfoncer et ne jamais... Donc moi, je suis d'avis qu'on doit porter la jeunesse. Je déplore l'âge des candidats de manière globale, parce qu'en fait, on est tous vieux. C'est dommage. Et comment on fait pour intéresser les jeunes là, pour le coup, j'ai encore pas la réponse, quoi. Je ne sais pas. Je pense qu'ils s'intéressent. J'en ai rencontré un ce week-end qui s'intéresse à titre individuel à la politique, mais sinon, de manière globale, je ne sais pas. Même les miens. Enfin, si, les miens, ils ont une espèce d'ouverture d'esprit, mais voilà, de là à les intéresser véritablement, je pense que la politique aussi a une image tellement négative que pourquoi on irait s'intéresser à ça alors que je sais pas, il y a ces choses-là de magouille, de toute façon, ils sont là pour eux et pas pour nous. Enfin, voilà, donc c'est compliqué. Je pense que, je sais pas. Honnêtement, je sais pas, et je suis inquiète en fait qu'on n'ait pas ces préoccupations-là et qu'on n'ait pas ces réponses. Comment on passe tellement à côté de la jeunesse,
C'est juste sidérant. Il va falloir faire quelque chose du coup. Ah ouais, c'est clair. Il est grand temps. On est déjà en retard. Ok. Dernière question concernant la culture. Il y a des expositions au Palais depuis un petit temps qui ont leur petit succès. Enfin, je dis le petit, mais peut-être qu'elles ont beaucoup de succès en fait. Mais pour avoir déjà eu quelques discussions, il y a parfois le prix peut en rebuter certains. Du coup, est-ce qu'on pourrait envisager un prix spécial pour les habitants? Est-ce qu'on peut envisager en tout cas des actions pour promouvoir justement cette culture à moindre frais, pour donner envie aux gens? Ou alors de nouveau, c'est comme pour les parkings, c'est l'expo en lui-même qui te donne envie aux gens de payer. J'aurais envie de répondre plein de trucs en fait à cette question-là, parce que le coût de la culture, c'est une grande question. C'est difficile. Les gens doivent être rémunérés, les artistes doivent être rémunérés pour le travail qu'ils font. Mhm. Donc d'office, il faut que les gens payent. Enfin, pour moi, il faut que les gens payent. C'est pas possible la gratuité en tant que telle. Donc là, il y a un pan de questionnement. Voilà, les artistes doivent être payés pour leur travail. Après, si on questionne une éventuelle gratuité, on peut aussi voir où on met l'argent. De l'argent public, il y en a. Enfin, il y a une masse d'argent public. On fait des choix politiques, on fait des choix économiques, et on met l'argent là où on estime important de le mettre. Moi, je serais d'avis qu'on pourrait le mettre largement plus dans la culture et que peut-être elle serait plus accessible. Maintenant, il y a aussi, au niveau des entrées des expositions au Palais, je ne sais pas, mais il y a quand même des choses aussi qui sont mises en place pour les gens qui ont des moindres revenus, comme l'article 27 qui permet... Enfin, il y a déjà des gratuités moins de tel âge, ou si on est en effet avec, je sais pas, si on est au chômage ou ce genre de trucs. Enfin, voilà, il y a déjà des choses qui sont quand même mises en place pour que la culture soit accessible à des gens qui n'auraient qu'un faible revenu. La question, ce serait plutôt, alors, est-ce que c'est vraiment une question de moyens aussi? Parce que si on regarde, il y a aussi une rupture de classe, d'accessibilité à la culture. Ce n'est pas nécessairement une question de prix. C'est aussi une question de crainte d'un côté. On est dans son sérail entre soi. Et encore une fois, qu'est-ce qu'on fait pour intéresser une partie de la population véritablement? Je ne sais pas si c'est une question de coût. Voilà, je ne sais pas. Mais si vraiment il fallait répondre par la gratuité, alors il y a de l'argent public. Il y a 5 millions d'euros pour un parking auquel je n'adhère pas. Ça fait un paquet de projets artistiques qu'on pourrait porter, par exemple. Ok. La sécurité. La sécurité. Alors, pour toi... Le sentiment de l'insécurité. Oui, j'ai mis le sujet de sécurité, mais on sait que c'est fort lié au sentiment en général. Est-ce que pour toi, Arlon, est-ce que c'est une ville sûre? Oui. Ton sentiment? La réalité, c'est une ville sûre. 42 ans de vie. Bon, j'ai bien eu 3 vols à la librairie, mais c'était relativement... c'était sans violence, ça s'est fait dans mon dos. Voilà, bon, j'ai pas aimé me faire cambrioler, mais j'ai pas trouvé que c'était non plus traumatisant ou dramatique ou quoi que ce soit. Et c'est tout ce qui m'est arrivé jamais en 42 ans de vie. Je peux témoigner qu'il m'arrive de rentrer très tard le soir et de traverser la ville, donc de la gare jusque chez moi. Et la seule chose dont j'ai peur, et ça c'est en tant que femme que je parle, c'est de certains endroits qui ne sont pas éclairés. Et quand on sait, en tant que femme, on a été bien élevée à la dangerosité voilà, de la rue en tant que telle, juste ça fait peur. Et donc je pense que ce serait très vite réglé d'y mettre les éclairages dignes de ce nom pour que nous, les femmes, on puisse rentrer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez soi sans avoir peur. Pour le reste, non, moi je trouve qu'il ne se passe rien du tout. Vraiment, enfin voilà, c'est pas... Il n'y a pas nombre de cambriolages, il n'y a pas nombre d'agressions qui feraient qu'on serait tellement angoissé. Après, oui, avec tout ce qu'on entend. Voilà. Et tout ce qu'on entend n'est pas la réalité. On peut entendre des tas de trucs, mais en réalité, si on pose la question aux gens, oui, mais toi, tu as déjà été agressé. Ah non, mais j'ai peur quand même. Oui, mais donc, pour moi, la ville est sûre.
Ok. La chose qui me fait, moi, personnellement, le plus peur, au-delà des rues non éclairées en tant que femme, c'est la voiture. L'autre jour, je suis descendue, j'allais à Litella, j'ai descendu la rue Général Molitor et j'ai entendu, le feu était déjà rouge, et j'ai entendu une voiture descendre à fond de balle, mais je ne sais pas à quelle vitesse elle roulait. Il a évidemment, enfin elle, la voiture, je ne sais pas, je ne veux pas dire que c'était nécessairement un homme qui conduisait, mais la voiture a brûlé le feu rouge, mais alors c'était juste hallucinant. Et j'ai pensé, si jamais il y a quelqu'un qui traverse, c'est voilà, son compte il est réglé. Donc pour moi, la voiture est autrement plus dangereuse que des agressions qui se passeraient. Voilà. J'ai bien plus peur de la voiture que des gens. Que de l'être humain. C'est ça, exactement. Enfin, il y a bien un être humain qui conduit cette voiture, mais... Que d'un piéton, on va dire. Voilà, c'est ça. Et donc la perception, elle, globalement, est toujours un petit peu... Il semblerait que les gens ont peur. Quand je parle avec les gens, il semblerait qu'ils aient peur. Mais pour moi, la réalité n'est pas en adéquation avec la perception de cette insécurité. Et du coup, le fait d'avoir installé des caméras, une bonne chose ou... Alors, moi, j'y ai assisté au conseil communal au moment du vote de l'installation de ces caméras. Et alors déjà, fondamentalement, sur le principe, je suis contre l'installation des caméras pour un respect de la vie privée. Globalement, je déteste être fliquée. Donc voilà, sur ce fait-là, moi, je suis contre. Pas de caméra, on n'est pas surveillé. Et puis, ça ira bien. Si vraiment il faut, on met des flics dans la rue. Et puis voilà, donc sur le principe, je suis contre. Alors, particulièrement ici, dans le cas d'Arlon, où on a dépensé 500 000 € pour mettre... je crois 28 caméras dans la ville, moi j'ai été scandalisée. 500 000 €, il y a encore une fois des questions qui me semblent autrement prioritaires que l'installation de caméras, qui, si on y réfléchit bien, de toute façon, ne sont pas pleinement efficaces. Alors, c'est juste une blague, mais je trouve qu'elle est symptomatique. J'ai, moi, réfléchi à cette problématique de la surveillance par les caméras et tout ça. Et très bêtement, j'ai acheté un que sais-je, genre les caméras de surveillance, je ne sais plus quoi, enfin voilà, 9 €. 9 €, et ça expliquait très bien comment des caméras dans les villes pouvaient être utiles et performantes, en quoi elles pouvaient véritablement aider. Ouais. Et dans le cas d'Arlon, ça ne fonctionnait pas du tout. Donc on aurait pu acheter un que sais-je à 9 € et économiser... les 500 000 Et pourquoi ça ne fonctionnait ? Parce qu'il faut des conditions particulières pour que ça empêche les infractions de se commettre ou des choses comme ça. Et en réalité, voilà, et c'était un spécialiste de la question. C'était pas quelqu'un qui serait contre un que sais-je. C'est une analyse objective de la problématique et les conditions qui étaient décrites. Alors maintenant, ça date, je ne sais plus exactement le contenu, mais les conditions qui étaient nécessaires pour une optimisation dans l'installation des caméras n'était pas remplie. Et donc, ça n'allait pas marcher et le but espéré ne serait jamais atteint, véritablement. Et donc, dépenser autant d'argent pour un résultat, somme toute, assez faible, d'autant plus que la criminalité n'est pas véritablement là. Voilà, moi, je suis plutôt pour une prévention. Si on met des éducateurs de rue, si on met des gens dans la rue... D'ailleurs, s'il y a des gens dans la rue, de manière générale, il y aura nécessairement moins d'infractions. Même des promeneurs, je veux dire. Voilà. Et après, en effet, il y a une question de prévention. C'était peut-être pour rassurer aussi les gens, simplement ? Oh, sûrement, mais voilà, moi, je suis quand même... oui, ça, j'entends bien que c'est pour rassurer les gens, mais c'est disproportionné, ça ne va pas... Et puis, de toute façon... Et on ne sait pas si ça fonctionne. Une caméra dans un coin, le gars qui a vraiment envie de commettre un méfait, il n'est pas débile non plus, hein, donc il ira dans un autre coin, ou alors il fera en sorte qu'il soit méconnaissable, et voilà, et ça ne sert à rien. Donc voilà, pour moi, c'était 500 000 € absolument inutile. Et il y a sûrement encore un coût, j'imagine. Oh bah oui, sûrement, de maintenance et tout ça. Oui, je pense que les 500 000, c'était juste l'installation, et puis après, et puis simplement des agents derrière les écrans qui ne vont pas empêcher. Le truc, c'est que ça ne va pas empêcher l'infraction de se commettre. C'est juste on va éventuellement arrêter celui qui l'a commise. Sauf que si on faisait de la prévention, peut-être que le gars qui avait envie de voler, il ne volera pas. Voilà. Ouais. Et si peut-être on réglait les problèmes de pauvreté, le mec qui n'a pas une thune, il ne volerait pas, quoi. Oui, mais là, du coup, c'est ça. Oui, c'est plus complexe. On est d'accord. Oui, mais voilà. Dernière question, au niveau de l'enseignement,
Est-ce que pour toi, l'offre d'enseignement à Arlon est suffisante? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'écoles, il y a beaucoup d'étudiants du coup. Est-ce que c'est suffisant? C'est vrai que je demandais aussi la promotion sociale, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent se former maintenant. Donc, que penses-tu de l'enseignement à Arlon? Ah là là, moi je crois qu'il y a un problème au niveau de la croissance, de la croissance démographique en fait. Je pense que, enfin, si on voit au niveau les écoles communales, je ne sais pas où elles en sont d'un point de vue éventuelle saturation, mais les écoles secondaires, il y a un problème. Moi je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas ouvrir déjà maintenant une nouvelle école Mhm. puisque apparemment il y a environ 300 personnes par an qui arrivent à Arlon et qui augmentent la population. Et ben, je ne sais pas combien d'enfants ça fait, mais à un moment donné, nos écoles actuelles seront trop petites. Et donc, il serait peut-être malin de prévenir la chose plutôt que de laisser les enfants dans des structures trop petites et puis de se dire, ouais, mais dans X temps, voilà, moi je crois qu'il faudrait prendre les devants. Parce que, en effet, la population continue à augmenter. Et, voilà. Mais je ne sais Il pas faut y où réfléchir, quoi. mais je ne sais pas où on en est, mais en tout cas, ouais, c'est ça. Il faut se dire que nécessairement, si la population augmente, un jour les murs seront trop petits. Mhm. Et que ce serait bien de prévoir plutôt que de mettre les enfants dans des conditions Oui, d'apprentissage plutôt pénibles parce qu'ils sont serrés dans les classes. Et, voilà. je suppose qu'avec on peut déjà voir on peut déjà voir au niveau des inscriptions en maternelle ou en primaire, et ça nous permet de voir Sûrement, un peu. après, au niveau des chiffres, moi je ne suis pas très chiffre, hein, donc pour le coup, je ne sais pas, mais c'est simplement une réflexion logique que Mhm. si la population augmente, un jour les murs sont trop petits. Mhm. Et que ce serait bien d'envisager, de réfléchir à la chose avant qu'il y ait des problèmes. Ok. Et Nova, on en parle ou pas? Oh, volontiers. Moi, j'ai soutenu. Je connaissais un paquet de parents qui avaient envie de mettre leurs enfants là et je Donc, trouvais que on peut peut-être c'était... rappeler juste, on sait jamais qu'il y a Ah, si quelques personnes jamais. qui regardent et qui ne savent pas exactement ce que c'était ce projet. Oui, bien sûr, bah, des parents qui avaient envie, et des parents et des enseignants qui avaient envie d'une école avec une pédagogie alternative, on va dire, à la pédagogie traditionnelle et qui ont proposé à la ville d'Arlon de créer une nouvelle école. Voilà, avec un enseignement, je pense, maternel primaire pour le moment. Mhm. Et je trouvais que c'était une formidable idée. Voilà, enfin, probablement liée à ma philosophie de vie et tout ça aussi. Enfin, je pense que si on veut amener une autre société, il faut commencer par la base et donc Mhm. l'éducation. Et donc je trouvais que c'était un très chouette projet. Malheureusement, la ville d'Arlon a refusé de soutenir ses, ses parents. Et donc l'école est allée s'installer à Tertre, où là, le bourgmestre a accepté. Et d'ailleurs, s'est battu. Il semblerait qu'au conseil communal chez lui, c'était pas acquis d'avance, Mhm. mais il était tellement enthousiaste vis-à-vis de ce projet qu'il a convaincu le reste du conseil. Et moi, je trouve que c'est formidable. Ok. Parce que c'est pas tant genre, peut-être on pourrait questionner si j'y inscrirais mes enfants ou pas. Moi, les miens sont dans un enseignement traditionnel, mais je trouve aussi que chacun doit avoir sa place. Et s'il y a des gens qui ont envie de cette école-là, c'est pas à nous, nous, on doit être là pour les soutenir. Enfin voilà, de manière globale, on doit être là pour soutenir les projets. Tout le monde vit pas dans un même modèle voilà. Et eux, ils avaient envie d'une autre école et nous, on leur a refusé. Moi, je trouve ça triste, quoi. C'était pas Mhm. dire on change subitement l'enseignement communal de manière globale. C'était une centaine de parents qui avaient envie d'une école différente et on les a pas soutenus. Et ça, ça c'est pour cette école-là, mais on peut entendre des tas d'autres projets comme ça dont les gens ont envie et puis parce que c'est pas, je sais pas quoi, enfin, on n'en veut pas. Je trouve que c'est dommage. Les gens doivent pouvoir vivre plus ou moins comme... voilà, alors c'est pas pour faire l'anarchie et tout ça, hein, Mhm. c'est pas ça. Mhm. Quoique, on peut questionner là-dessus aussi, mais globalement, je trouve qu'il faut que chacun trouve sa place. Il n'y a pas un modèle de vie qui serait idéal et merveilleux et où tout le monde devrait adhérer. Non, il y a des gens qui ont envie de ça, il y a des gens qui ont envie d'autre chose. Et dans une certaine mesure, on doit être là pour soutenir. Ok. Ok. Je n'ai plus de questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, un mot de la fin? Est-ce que tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu voulais aborder un sujet dont on n'a pas parlé?
Non, j'avais avant de préparer, avant de venir, je m'étais dit il faut que je parle de la jeunesse parce que c'est vraiment ce qui me tient le plus à cœur. Et donc, comme on en a parlé, c'est bon. Enfin voilà, pour moi, je suis là je suis là pour les personnes âgées aussi, mais je suis surtout là pour les plus jeunes, pour mes enfants et les enfants de mes enfants et leurs amis et voilà. Ok. Bah, je te remercie. Merci Thomas.